justement, Aurélien Saint-Toul, bonsoir, vous faites partie de ceux chez les Insoumis qui étaient contre cette interdiction. Vous êtes trompé, en fait. Tout s'est bien passé, les élèves le comprennent, et finalement, l'interdiction est en train de s'installer. D'abord, bonsoir. Ce que j'observe, c'est que peut-être c'était une tempête dans un verre d'eau. La question n'est pas de savoir si l'interdiction a été respectée. Ce que je vois, c'est que oui, effectivement, s'il n'y a pas d'incident, c'est que ça a été respecté. Bonne nouvelle, les gens n'ont pas la volonté de braver qui que ce soit. Donc on a fait diversion pendant plusieurs jours, on a monté en épingle un épiphénomène et aujourd'hui, on se flatte d'avoir abattu un épouvantail. Bon, bah voilà, la diversion s'est faite sur le dos de quelques jeunes filles qui portaient des abayas et qu'on a voulu présenter comme des jeunes filles qui lançaient un défi à la République. Je crois que tout ça est signe de beaucoup de fébrilité, d'incompréhension de ce qu'est l'adolescence, du fait que en réalité, tout ça n'avait pas vraiment de sens. Et aujourd'hui, ça n'avait pas de sens. Et aujourd'hui, on se vante. Vous dites parce que c'était une demande des chefs d'établissement. Aujourd'hui, on se vante, encore une fois, je vous dis, d'avoir mis à bas un épouvantail. Mais ce que je constate surtout, c'est qu'on a décidé délibérément, pour une opération politicienne, de stigmatiser, encore une fois, les jeunes filles musulmanes ou prétendues telles de ce pays. Ça, c'est une incompréhension, monsieur le député. En fait, vous êtes en décalage par rapport à vos électeurs. Écoutez, si tel est le cas, on se fait fort de porter la conviction, d'apporter des éléments qui expliqueront à celles et ceux qui nous ont fait confiance jusqu'à présent les raisons de notre choix. Je ne sais pas si l'illustration qui est aujourd'hui derrière vous est visible par vous qui êtes en décalage par rapport à vos électeurs, quoi, et vous êtes à côté de la plaque. Allez savoir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous... de ne pas être en phase avec ses électeurs. Je suis très heureux que vous preniez souci de nos résultats électoraux. Je crois qu'on ferait de l'électoralisme si on ne défendait pas nos convictions et nos principes. En l'occurrence, le principe qui est défendu, il est le suivant. Vous êtes lancé dans une fuite en avant pour un épiphénomène qui a concerné 160 établissements sur 60 000 établissements scolaires. 513 établissements étaient potentiellement concernés, a dit Gabriel Attal. Potentiellement concernés. Donc, je rappelle, 160 cas signalés, etc. Vous avez évoqué un vêtement que les autorités religieuses en question, les autorités musulmanes de ce pays, ne considèrent pas comme un vêtement religieux. Le Conseil du culte musulman qui ne considère pas d'ailleurs le voile comme un signe religieux. Alors, le voile est pourtant interdit. Le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Donc moi, je ne suis pas théologien, je ne suis pas même musulman, je ne suis pas forcément le mieux qualifié pour vous dire si c'est musulman ou pas musulman. De dire ce qu'il faut autoriser ou pas, ou c'est aux religieux du manière générale? Non, je ne dis pas s'il faut définir ce qu'il faut. Non, vous voyez bien que vous êtes en train de mettre le doigt à côté. Il ne s'agit pas de définir si c'est autorisé ou pas autorisé, mais en l'occurrence, ils sont les mieux placés pour caractériser le caractère religieux. Et ils disent que le voile n'est pas religieux. L'illustration derrière vous, par exemple, je pense qu'elle prête à confusion. Derrière vous, vous représentez des jeunes filles qui ont un voile, donc précisément qui sont en dehors de la légalité, puisque la loi était claire, le voile n'était pas autorisé, précisément parce qu'il était reconnu par l'ensemble... Pas par le Conseil du culte musulman. Par tout le monde, votre argument ne tient plus là, du coup. Comme un vêtement confessionnel. En l'occurrence, ces jeunes filles, elles enlevaient leur voile, même si elles gardaient leur abaya, elles enlevaient leur voile. Donc vous voyez que l'abaya, en quoi c'est gênant? C'est manifestement ce qui s'est passé. Ce qui est gênant, c'est que dans le cas de l'abaya, en réalité, on a choisi d'être dans la fuite en avant, parce que vous allez voir que à quelques centimètres près, vous aurez juste une robe longue. Vous allez, qu'est-ce que vous considérez? Que la cheville, d'une certaine façon, la cheville nue est républicaine et la cheville voilée n'est pas républicaine. Vous voyez que vous êtes dans la fuite en avant et qu'à la fin, s'il y a des gens qui décident d'instrumentaliser le vêtement pour en faire un étendard confessionnel, ils trouveront bien une solution. Ils mettront des talons rouges, ils mettront des bandanas, etc. Aurélien Saint-Toul. Donc vous n'en sortirez pas. Il faut avoir une approche. Donc il faut laisser faire. Non, il faut avoir une approche sérieuse de principe, de discussion. Parce qu'en l'occurrence, encore une fois, si vous considérez que 150 personnes, ces gamines, sont des défis à l'autorité, c'est que vous n'avez rien compris. Et la réalité, c'est que le problème dans ce pays, c'est le nombre de profs qui manquent, c'est les 17 000 écoles qui ont fermé en 40 ans alors que la population a augmenté, ce qui n'a aucun sens. C'est le fait que les profs gagnent 1,1 SMIC alors qu'il y a 20 ans, ils en gagnaient 2,2. Donc leur crédit est complètement sapé. On parle beaucoup d'autorité et Gabriel Attal se faisait fort de rétablir l'autorité. Mais moi, je suis très curieux de savoir comment il compte s'y prendre avec des professeurs. Vous faisiez réagir. La profession est entièrement dévalorisée, par exemple. Vous faisiez réagir. Sachez que Abdelhakim Sefrioui, ce triste personnage qui aujourd'hui est en prison parce qu'il est impliqué dans l'assassinat de Samuel Paty, c'est lui-même qui, en 2010, au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen, est venu encourager les jeunes filles à porter l'abaya pour défier l'institution républicaine. C'est un projet politique et c'est un projet pour empêcher
que les professeurs puissent enseigner librement. Ça serait naïf de penser le contraire. C'est quand même inquiétant de voir qu'en quelques secondes, on est passé au point Samuel Paty. Si vous pensez il y a un lien, monsieur. Mais il y a un lien réalité, qui est simplement le fait que des islamistes aussi encouragent à défier la République. Je pense que tout le monde est d'accord. Vous ne luttez pas contre une idéologie si vous n'êtes pas capable de produire quelque chose, un contre-récit qui soit cohérent et crédible. Si votre contre-récit, c'est d'imaginer que quelques jeunes filles lancent un défi à la République et que la République n'est pas solide sur ses appuis au point de ne pas pouvoir discuter avec elle, pas du tout, c'est qu'il est important d'être ferme, et de maintenir qu'en réalité, on est dans une fuite en avant. Ce que vous nous dites, c'est que simplement, au prochain symbole qui sera décrété par quelques prédicateurs, eh bien, il faudra refaire tout un tintouin. Ce n'est pas n'importe quel symbole, monsieur, c'est pas vrai. Ce sera un bandana, ce sera un pin. Non, un bandana ne couvre pas entièrement le corps. D'accord. Dans ces cas-là, vous considérez qu'il faut intervenir dès à présent dans les normes, que la loi française est très bien faite. Oui, mais vous êtes en train de considérer qu'il faut figer un usage. Personne n'a jamais réussi à figer un usage. Demain, vous considérerez qu'il faudra se montrer son cou, sa poitrine, un peu plus, un peu moins, et vous allez chercher. Une femme radicale ne souhaite pas qu'on montre son cou et sa poitrine. Oui, précisément, c'est ce que vous allez encourager les uns et les unes à faire et les autres à faire. Laurent Neumann. Vous êtes perdu. Vous n'allez pas pouvoir, de toute façon, dicter aux gens leur conduite. L'usage ne peut pas être figé. Si vous m'autorisez, d'abord 2-3 précisions. Pourquoi c'était la droite bourgeoise, conservatrice, catholique qui ne voulait absolument pas de cette loi, et vous avez la réponse, c'est qu'il s'agit de stigmatiser les musulmans, c'est tout. Vous avez bien compris que la stratégie du gouvernement consiste à stigmatiser les musulmans. La loi de 1905 stigmatisait les catholiques. Mais vous êtes replongé récemment dans les débats de 1905. Mais justement, j'imagine que vous avez en 1905, vous auriez voté la loi. Vous avez bien lu Aristide Briand qui explique très clairement que les religieux trouveront toujours des ressources pour trouver de nouveaux types de vêtements. Alors pourquoi ce qui s'appliquerait à la religion catholique ne s'appliquerait pas à l'islam? Est-ce que les catholiques étaient les damnés de la terre en 1905? C'est l'inverse. Non. Le débat de 1905 se pose par exemple pour savoir si la soutane dans la rue est légale ou illégale. La question s'est posée parce que, figurez-vous qu'en 1905, on disait c'est insupportable que des hommes puissent manifester comme ça dans la rue une forme d'autorité. Une forme d'autorité. Mais la baïa n'est pas interdite. Non, mais on ne voulait pas. Non, mais pardon. C'est parce que vous êtes en train de mélanger les deux débats. C'est vous qui mélangez tout. Vous m'expliquez comment se fait-il que sur la loi de 1905, c'était la droite qui était vent debout. Je vous explique. Et la gauche qui soutenait cette loi. Aujourd'hui, on est à constitué qui était clérical. Et en l'occurrence, il s'agissait. Mais non, mais c'est parce que vous biaisez. En l'occurrence, en 1905, le débat porte sur la question de savoir quelle est la part de l'influence d'une église. Là, on parle de l'école. Mais pardon, la baïa n'est pas interdite dans l'espace public. Exactement. Et d'ailleurs, les mêmes arguments étaient employés sur le voile. Le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Dans la mesure où ce vêtement n'est en réalité pas religieux, vous allez... Mais vous allez un vêtement qui n'est pas religieux. C'est une minorité qui la porte, sous influence ou pas, par effet de mimétisme. Alors vous êtes suffisamment éclairé pour les libérer de cette influence tout de suite et sans avoir de discussion. Et vous pensez que, par exemple... Mais enfin... Alors justement, vous parlez de dialogue. C'est intéressant. Ces jeunes filles viendront avec d'autres vêtements, elles viendront avec des saris, elles viendront avec des kimonos et vous direz « Ah, mais ces saris et ces kimonos qui sont très couvrants, ils ne peuvent pas les mettre parce que, en fait, nous savons bien qu'elles sont musulmanes et donc ces vêtements... » Premier ministre de gauche, Lionel Jospin, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon était son ministre, il disait récemment, il vous interrogeait en fait, il vous interpellait, il disait « Vous devriez inciter les jeunes à mener des combats, notamment sur la lutte contre les inégalités, la lutte contre le racisme. Ne soyez pas naïfs par rapport au prosélytisme islamiste. » En fait, vous faites preuve de naïveté pour Lionel Jospin. Ce qui est d'abord surprenant, c'est que Lionel Jospin sorte de son silence sur un sujet comme celui-là. Il en a bien le droit, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui il ait une légitimité particulière. En 2004, il n'était pas forcément pour l'interdiction du voile. Il dit qu'il a changé justement face à l'islam rigoriste. Après, si vous voulez, Lionel Jospin, c'est celui qui n'a pas été capable de prendre une décision sur la question du voile et qui s'est débarrassé de la question. À l'époque, il s'est retourné vers le Conseil d'État qui était présidé par M. Schramek. Il a évolué, je ne sais pas quelles leçons il tire réellement, mais aujourd'hui, je ne vois pas la plus-value, si vous voulez, de l'argument de Lionel Jospin. Donc vous rejetez en bloc Sidi. Mais en la matière, ce qui m'étonne, c'est de l'entendre dire que nous n'incitions pas les jeunes gens à s'engager au profit du bien public. Nous avons aujourd'hui...
fait il y a une semaine des universités d'été, il y avait des journées jeunes, il y avait plus de 550 jeunes. Ces jeunes-là s'engagent en permanence, justement pour le bien public, pour la défense de la retraite à 60 ans, contre les inégalités. Ils participent massivement aux collectes parce que justement la rentrée coûte 25% plus cher sur la papeterie et qu'on fait des collectes de solidarité. Ces jeunes, ils sont là. Ce sont des jeunes des quartiers populaires, issus de la diversité, comme on a pris l'habitude de le dire. Donc c'est un faux procès. Et je crois que M. Jospin a quand même 86 ans et qu'il n'est pas tout à fait en lien avec les réalités du monde militant. Et je crois que là, il a raté une occasion de se taire. Comment expliquer relativisme culturel, c'est de vous penser que postulez que nous avons changé, mais il est grave. Tout à fait possible que vous ayez changé après tout. Non. Premier point. Deuxième point, laissez-moi répondre s'il vous plaît. Créditez-nous d'un minimum d'intelligence tactique. Il y a combien de musulmans dans ce pays à peu près ? 4 millions ? 10%? Qui peut vouloir construire une stratégie majoritaire en comptant exclusivement sur un vote communautaire ? Est-ce que vous pensez que je suis suffisamment, est-ce que vous pensez que je suis suffisamment sot pour essayer de lancer une campagne à vocation majoritaire en m'appuyant, en supposant que les musulmans votent tous d'une seule et même voix, ce qui n'est pas le cas, ce serait leur faire injure. Mais en supposant que nous comptions exclusivement sur les musulmans pour nous faire gagner. Excusez-moi. Et alors les quartiers, les musulmans, il n'y a que des musulmans dans les quartiers. Ce que vous appelez avec mépris les quartiers, figurez-vous que ce sont des citoyens comme les autres. Et que oui, effectivement, une démarche électoraliste. Vous parlez à une partie de votre public. On ne parle pas à une partie du public. Nous avons l'intention de défendre l'intérêt général dans ce pays, la liberté de conscience pour chacun et chacune. Et donc il n'y a aucune différence. Moi, je ne ferai pas de différence et je ne laisserai pas dire que nous avons une différence entre les habitants de nos quartiers, ce que vous appelez les quartiers avec un peu de mépris. Et figurez-vous. Dire combien il y a de musulmans en France. Écoutez, justement, moi, Jean-Luc Mélenchon, il fait 23% à l'élection présidentielle. Donc si vous pensez qu'on a réussi à faire 23% juste parce qu'on parlait des musulmans, non, on a défendu des convictions et on défend une certaine idée du bien public. Et nous au moins, si vous n'êtes pas d'accord avec nos principes ou nos idées, vous n'êtes pas obligé de dire qu'on le fait par pur électoralisme et par... C'est très intéressant le débat qui vient d'avoir lieu entre... Pas en réalité, nous défendons la laïcité, mais pas une laïcité à géométrie variable et qui sert à stigmatiser les musulmans. C'est une chose qui est très claire. Et encore une fois, en matière d'éducation, il y avait bien d'autres priorités. Aujourd'hui, j'ai visité les écoles de ma circonscription, il n'y avait pas d'AESH. J'ai une dame en pleurs qui On en a parlé tout à l'heure, effectivement, et il manque des profs aujourd'hui dans les salles de classe. Il est bien évident que si Gabriel Attal a choisi de parler des abayas, c'était pour regarder ces sujets-là. La une de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, quand on défend le port de signes religieux à l'école, en l'occurrence, on dit aux mollahs iraniens qu'ils ont raison d'emprisonner les femmes iraniennes qui retirent leur voile parce que le voile est un symbole politique. Non, j'injure personne. Je constate le voile est un symbole politique pour les mollahs iraniens. Ils en ont fait un marqueur politique et on le voit très bien depuis un an. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est à quelques jours de l'anniversaire de la mort d'Acha Amini. Aujourd'hui, on est à un an de l'anniversaire de la mort d'Acha Amini, qui est morte au fond d'un commissariat parce que son voile était mal porté. Alors cette mort au fond d'un commissariat, vous ne la dénoncez pas. Mais bien sûr que c'est un petit peu c'est insupportable de nous dire quelque chose. Je ne dénoncerai pas. Il répond. Bien sûr que c'est insupportable. C'est insupportable de s'entendre dire qu'on ne dénonce pas la mort, les tortures et les assassinats des militants pour la liberté en Iran et les femmes en particulier. Mais enfin, évidemment, mais vous vous rendez compte le degré le genre de conception du débat public que vous véhiculez. Si vous me reprochez ça à moi, mais c'est... Donc du coup, cette une, est-ce que vous êtes Charlie avec cette une, monsieur le député ? Écoutez, Charlie Hebdo décide que la gauche, qui n'est pas d'accord avec Charlie Hebdo... Vous êtes Charlie ou pas ? Mais pourquoi je serais d'accord avec quelqu'un qui me dit que je suis dans le camp des mollahs ? Mais écoutez, on n'est pas obligé d'être binaire. Peut-être que dans ce pays, on a le droit de ne pas être Charlie, c'est-à-dire noir ou blanc, en permanence. Si on vient de me décrire, moi, comme un des partisans des mollahs. Eh ben, excusez-moi, non, les mollahs, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Je déteste l'ensemble de leur politique et je trouve injurieux qu'on puisse me ramener à ça. Je suis heureux de vous l'entendre dire. C'est pas difficile, en fait. S'il est temps de retrouver